Marc-Olivier, bonjour. Bonjour. Peux-tu te présenter d'abord? Je suis Marc-Olivier Moise-en-Plante. Je suis analyste en énergie à l'Union des consommateurs. Parfait, merci de nous accorder cette entrevue-là. J'aimerais ensemble qu'on vulgarise certains concepts parce que le dossier d'Hydro-Québec est très, très complexe. Donc, tu connais bien, tu maîtrises bien la question. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par bloc de tarif d'électricité patrimoniale? Qu'est-ce qu'on veut dire? Le bloc patrimonial, c'est une quantité d'énergie qui a été créée en l'an 2000 pour couvrir à peu près 95 de nos besoins. C'est pour témoigner l'héritage de la grande nationalisation de l'électricité en 1962-63, puis de nos grands barrages, Manic, la baie James, etc. Donc, le bloc patrimonial, il y a un prix préférentiel qui est associé. Et puis, c'est là-dessus qu'on se base pour la desserte de la majorité des besoins québécois en électricité. Qui fixe les tarifs d'électricité? Pour le bloc patrimonial, le prix est fixé dans la loi. Quand on l'a créé en l'an 2000, ce prix-là, on a dit qu'il ne devait que descendre au fil des années. Au fur et à mesure que nos barrages allaient être payés, eh bien, vu que le coût de production de l'électricité diminue, bien, le prix du bloc patrimonial devait diminuer, donc notre facture d'électricité devait diminuer. OK. Tu parles, il y a la régie d'énergie aussi. Tu dis que c'est un écran de fumée, en fait. Alors, j'aimerais ça que tu expliques pourquoi. Bien, la régie de l'énergie est là pour établir les tarifs, mais il y a beaucoup d'aspects dans la détermination des tarifs sur lesquels la régie n'a pas compétence. On pense par exemple au prix du bloc patrimonial, lequel est fixé dans la loi par le gouvernement. Alors, ce que fait la régie, c'est qu'elle regarde les aspects résiduels, si on veut, et calcule le montant final des hausses ou, selon les cas, les baisses de tarifs. Mais la régie n'a pas le contrôle sur tout. Alors, quand le gouvernement, par exemple, aujourd'hui, dégèle le bloc patrimonial et dit que c'est entre les mains de la régie la décision, c'est complètement faux. Le bloc patrimonial, le prix, c'est le gouvernement qui l'a changé dans la loi. La régie ne pourra que le constater. Puis finalement, les hausses qui vont être accordées, bien, le gouvernement se réfugie derrière la régie pour faire en sorte qu'il n'emporte pas le dieu. OK. Écoute, j'aimerais qu'on revienne vers l'an 2000 parce qu'il est arrivé un changement important dans Hydro-Québec. Oui. On a divisé Hydro-Québec en fait, on a fait 3 divisions avec Hydro-Québec. Ça, quel impact? En fait, pourquoi tu penses d'abord qu'il y a eu cette décision-là? Puis quel impact concret ça a sur Hydro-Québec? On a décidé de faire ce qu'on appelle une séparation fonctionnelle, c'est-à-dire diviser Hydro-Québec en 3 entités comptables. L'idée, c'était de pouvoir exporter de l'énergie aux États-Unis. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que suite à cette division-là, la division la plus rentable d'Hydro-Québec, Hydro-Québec Production, a été celle responsable des exportations d'énergie, de la production, a été retirée du pouvoir de juridiction de la régie, ce qui fait en sorte que son taux de profit, si on veut, les montants excédentaires par rapport au coût qu'elle peut faire, ne sont plus soumis à la juridiction de la régie, ce qui laisse, si on veut, ce qui donne au gouvernement les mains libres pour faire des taux de profit toujours de plus en plus élevés, sans contrôle d'un organisme indépendant. OK. Donc là, il y a votre document s'appelle Hydro-Québec détournement de mission. On a changé la mission d'Hydro-Québec. Au départ, c'était l'objectif de fournir l'électricité. Maintenant, on utilise l'augmentation des tarifs pour remplir les coffres du gouvernement. Est-ce que, selon toi, ça revient à dire que c'est une commande clairement politique, cette hausse de tarifs-là? Oui, tout à fait. La mission première d'Hydro-Québec, c'était de fournir l'électricité aux taux les plus bas compatibles là, avec une saine administration financière de l'entreprise. Aujourd'hui, on utilise les tarifs d'électricité à toutes les sauces. Le dégel du bloc patrimonial, on dit qu'on veut rembourser la dette avec ça, même si enfin on épargne les grandes entreprises de cette hausse-là. Ensuite, les tarifs d'hydro servent à payer toutes sortes de subventions, de politiques industrielles, de subventions aux entreprises, que ce soit des papetières, des alumineries, etc. Donc maintenant, les tarifs, on ne fait plus que payer le coût de l'électricité. On paye des subventions aux entreprises et toutes sortes d'autres choses. Là, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un service essentiel, l'électricité. Alors, c'est pour ça qu'il y a un véritable détournement de mission. On semble avoir oublié du côté du gouvernement que l'électricité au Québec, là, on ne peut pas s'en passer avec la rigueur de notre climat. Et c'est donc,
une hausse injustifiée, mais dans un contexte de surplus aussi. C'est d'autant plus frustrant que le gouvernement, pour alimenter les industries vertes qui sont issues du secteur privé, on peut penser aux petites centrales hydroélectriques, les éoliennes, l'énergie issue de la biomasse qui est produite par des papetières comme Kruger, Tembec, impose à Hydro l'achat d'électricité venue du secteur privé. Mais ça fait en sorte qu'on obtient une situation de surplus énergétique. Et puis ces surplus-là, c'est notre bloc patrimonial que finalement on exporte aux États-Unis. Donc c'est les Américains qui en ce moment profitent de façon croissante de notre héritage hydroélectrique, le bloc patrimonial, tandis que les citoyens, même les plus pauvres, payent pour les subventions aux entreprises, les subventions aux compagnies privées qui produisent de l'électricité. Quelques mots sur l'éolien. Qui est derrière... Oui, quelques mots sur l'éolien. Qui est derrière les compagnies éoliennes, en fait? Est-ce qu'on peut parler vraiment d'énergie verte? À quel point, en fait? En fait, c'est de l'énergie verte. Au Québec, en ce moment, le problème, c'est qu'on n'en a pas de besoin. On est en surplus pour au moins une quinzaine d'années. Mais là, il y a tout un lobby derrière la production d'énergie verte. On a des compagnies comme Enbridge, TransCanada, qui sont, par ailleurs, qui transportent du pétrole par pipeline, qui sont eux-mêmes des promoteurs de production d'énergie éolienne. Donc là, on se rend compte que derrière le label vert, il y a tout un gros lobby industriel qui pousse, en fait, pour que le gouvernement procède à de nouveaux achats à ces lobbies-là. C'est des grandes industries. Donc, il faut faire attention. Oui, à l'énergie verte sur une perspective de long terme, quand ça correspond à des besoins, quand ça correspond à de l'énergie qu'on a besoin pour chauffer l'hiver, etc. Mais pour faire plaisir à des grandes industries, non merci, surtout pas au prix de factures d'électricité plus élevées payées par tout le monde. Dernière question, avant qu'on rejoigne la manif qui vient de passer. J'aimerais qu'on parle des médias un peu. Tu maîtrises bien le dossier d'Hydro-Québec. J'aimerais avoir ton avis sur le traitement médiatique et aussi peut-être sur ce que les citoyens devraient savoir sur les billets possibles dans une couverture, par exemple, faite par Québecor ou par Power Corporation. Est-ce qu'il y a des liens, selon toi, à faire? Je pense que le plus difficile, en fait, c'est de combattre, à mon avis, la mauvaise foi de certains politiciens. Quand on entend la première ministre dire que les surplus d'énergie, c'est une bonne chose pour le Québec. Excusez-moi, les surplus d'énergie coûtent 500 millions par année. Nous, on estime à l'Union des consommateurs que d'ici 2025, ça va avoir coûté plus de 5 milliards. C'est peut-être le plus gros éléphant blanc de l'histoire du Québec. Puisque le sujet est compliqué et que dans les médias, souvent, on n'a pas le temps d'exprimer notre pensée clairement, ça devient très difficile de combattre cette mauvaise foi. Donc, je pense que si vous voulez, l'enjeu le plus important là, du point de vue des médias, c'est de pouvoir essayer de vulgariser ces enjeux complexes-là. Mais tu ne vois pas, a priori, de biais possibles dans le traitement des médias sur la question du Québec? Des billets possibles. Écoutez... C'est délicat comme question, hein? C'est ce que je comprends. Non, c'est parce qu'il y en a, mais je ne sais pas si c'est des billets intentionnels ou pas, parce que les journalistes ne comprennent pas vraiment non plus. Souvent, on va se réjouir, par exemple, en région, un journal local va se réjouir qu'une papetière, disons Kruger, obtient un contrat du gouvernement là, pour qu'elle puisse vendre son électricité à Hydro, faire un paquet de profits. Donc là, c'est présenté comme une bonne nouvelle économique, mais on oublie que c'est toute la population qui va payer pour ça. Sinon, les médias sont surprenamment assez critiques d'Hydro quand ils ont des bons arguments. C'est mon point de vue, mais le problème, c'est les politiciens qui détournent le sens. Et puis, aussi, il faut se battre pour conserver la mémoire de ce qui s'est dit. Le bloc patrimonial, c'était des choix politiques. Pauline Marois avait promis de le maintenir gelé en plein débat des chefs. Le futur ministre des Finances, Marceau, avait promis de le geler également. Puis aujourd'hui, on le dégèle. Bien là, il faut tenir les gens au courant. C'est un devoir d'information continue qu'on a. Merci, Marc-André. Un petit mot peut-être directement dans la caméra pour les gouvernements, en fait, les acteurs politiques. Pour nos acteurs politiques, je vous dirais de cesser de tarifer un service essentiel comme l'électricité, puis de procéder à des mesures fiscales plus progressives, comme l'impôt sur le revenu des particuliers ou des sociétés. Merci. Merci à toi. Alors, on va aller rejoindre la marche. Oui, qu'est-ce que tu en penses? Ça va.